Bonjour et merci de votre fidélité à Actualité.cd et principalement à Objectif 2023. Je l'ai réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le professeur Devoski Toko, secrétaire général de l'ECD, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Cléopâtre, bonjour. Alors, à une année des élections, le calendrier électoral publié, les kits électoraux en route en provenance de la Corée du Sud, la Commission électorale nationale indépendante multiplie les assurances quant à la tenue des élections dans les délais. Êtes-vous apaisé et satisfait à ce stade? Merci beaucoup Cléopâtre pour votre invitation. Je crois que la question ne doit pas se poser en termes de satisfaction, parce que les élections, c'est une contrainte constitutionnelle. Ce n'est pas une faveur qui est faite par un camp au profit d'un autre. Mais la question est de savoir est-ce que la feuille de route qui a été publiée est-elle réalisable? Est-ce que c'est quelque chose de faisable ou c'est juste une action d'éclat destinée à la consommation de l'opinion pour apaiser les esprits et réduire les pressions? C'est cela. Voilà, c'est autour de ça que j'aimerais discuter avec vous et démontrer les faiblesses que comportent ces chronogrammes et s'il y a lieu, les perfections qu'il faut y apporter de façon que ce soit un véritable calendrier qui engage toutes les parties prenantes, calendrier auquel tout le monde sera soumis. Alors, est-ce que ce calendrier est réaliste ou faisable, comme vous l'avez dit? Dans le contexte actuel, il faut d'abord observer qu'il y a des préalables. Et ces préalables, nous les appelons les prérequis, sans lesquels le processus lui-même ne peut pas être crédible, apaisé, et même les élections ne peuvent pas être transparentes. Parmi ces préalables, c'est le consensus. Nous déplorons le caractère unilatéral de la publication de ce calendrier. Madame, il faut savoir que les élections, c'est une activité qui engage les parties prenantes. Et que si les parties prenantes ne se mettent pas d'accord sur les différentes étapes, ça devient comme une affaire de 2-3 individus qui se renferment dans une chambre, élaborent un chronogramme d'activité et puis ils balancent pour dire que vous tous vous êtes soumis. Non. Dans notre pays, nous avons 4 parties prenantes. Nous avons la MOUCA, nous avons l'Union sacrée, les FCC, la société civile. À notre entendement, si les gens voudraient gérer le processus électoral de manière moderne et de manière apaisée, il faut convoquer le cadre de concertation des parties prenantes, que les gens se mettent, on discute. Qui devrait convoquer? La CENI peut convoquer le cadre de concertation. N'a-t-elle pas convoqué ces cadres de concertation? Mais non, là nous avons assisté à un fourre-tout. Un fourre-tout. La CENI ne pouvait même pas convoquer le cadre de concertation parce que le bureau de la CENI, ainsi que la plénière, sa plénière, donc les organes de la CENI ne font pas l'objet de consensus. C'est parmi les préalables, c'est parmi les prérequis. Madame, nous de l'ECD, jusqu'au jour où je passe cette interview avec vous, nous n'avons jamais renoncé à revendiquer, à réclamer le consensus autour de la composition des organes de la CENI. Pouvez-vous comprendre qu'à ce jour, si nous enlevons M. Kadima, à supposer qu'il aurait fait l'objet d'un consensus entre les confessions religieuses d'où il devait provenir, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas des confessions religieuses, nous sommes des politiques. Mais les autres représentants des partis politiques ont été débauchés au sein de nos formations politiques et envoyés par la volonté de M. Tshilombo à la CENI. C'est inacceptable. Mais parlons de cette question de consensus. Vous insistez depuis pratiquement une année que la CENI a été installée. Faut-il pas évoluer finalement? Vous voyez, c'est de la même manière que Tshilombo a évolué avec Paul Kagame. Dans l'hypocrisie, les mensonges mutuels. Et finalement, où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Non,
ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Quand les gens sont pressés pour frauder, tricher, ils sont en train d'aller tout droit vers un mur. Ne sachant pas qu'il y a un mur, ils vont se cogner et ils perdront le temps. Voilà pourquoi il faut être rationnel, il faut revenir à la raison. Pourtant, c'est déjà à pied d'œuvre. Ce que nous voulons, c'est sauver le pays. Je vous donne un cas, un exemple. En Côte d'Ivoire, le pouvoir en place s'était comporté tel que Chilombo l'a fait. Les chiens aboient, la caravane passe. Passage en force, tout puissant. Mais à 5 mois de l'organisation des élections, c'était difficile. Vous voulez sauver le pays en les dotant des institutions et des animateurs légitimes capables de faire face aux défis, les défis sécuritaires, les défis du développement. Un gouvernement illégitime, il ne peut pas développer un pays. Et parmi ces animateurs, vous pensez que c'est de la CENI devait être toujours... les animateurs cette question devait de la être CENI. toujours mise sur la table? Non, la CENI c'est quoi? La CENI c'est un arbitre. La CENI n'est pas joueur. Les joueurs c'est nous, les politiques, qui allons compétir sur les champs des différentes tendances. Mais nous avons la CENI comme un organe neutre qui va apprécier les efforts et publier les efforts, proclamer les efforts réels de chacun. Mais si déjà la CENI est comme un arbitre qui appartient à l'équipe adverse, les jeux faussés. Voilà pourquoi, madame, parmi nos revendications, qui doivent faire l'objet d'un consensus, la composition des organes de la CENI, la loi électorale et la composition de la Cour constitutionnelle, pour nous, ce sont des prérequis au-delà desquels une élection transparente dans ces pays ne peut pas être organisée. Et en manque persistant de consensus, que feriez-vous, vous, de décider? Non. L'avantage avec nous, c'est que nous sommes convaincus que ce consensus est nécessaire et il interviendra. Sans lequel... De quelle manière? Non, mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de faire pression. Madame, je vais vous rappeler, après 2019, après 2018, le 24 janvier 2019, M. Antoine Félix Chilombo prête serment et s'écroule en pleine cérémonie. Ce réveil continue. Et après, le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu, dénonce la forfaiture. Continue à dénoncer. Personne ne veut accepter. On dénonce, on propose une feuille de route pour la sortie de crise. Personne ne comprend. Aujourd'hui, nous sommes c'est la demandade. Et à une année de la tenue des élections, la question, le combat de la vérité des urnes persiste encore? C'est pour vous dire quoi, madame? La vérité des urnes, c'est une valeur intarissable, non périssable. La vérité des urnes ne signifie pas aujourd'hui qu'on va dégager au fauteuil présidentiel M. Chilombo et le remplacer par M. Fayulu. Ce n'est pas ça. C'est quoi donc? La vérité des urnes dont on a besoin, que nous voulons coûte que coûte, c'est la transparence, c'est la crédibilité, c'est l'impartialité, c'est le caractère apaisé de ce processus électoral, de façon que les résultats qui seront proclamés à l'issue des élections de 2023 reflètent réellement les choix et la volonté du peuple congolais. Alors, dans le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante, toutes les dates sont reprises, notamment celle de la présidentielle, des législatives fixées au 20 décembre 2023. Est-il encore des choses qui ne vous arrangent pas? Oui. À part le caractère unilatéral et l'absence de consensus des parties prenantes, non seulement autour du calendrier, mais aussi sur l'ensemble des réformes électorales,
il y a bien des choses qui ne marchent pas. Et ce qui fait qu'à ce jour, pour nous de décider, ce que vous appelez calendrier électoral, nous l'appelons document de travail. C'est un document de travail qui comporte beaucoup de faiblesses. Je m'en vais vous citer quelques faiblesses que comporte ce chronogramme d'activité qui a été rédigé pour le compte de l'Union sacrée. Dans ce chronogramme, il est prévu 3 aires géographiques. La première aire géographique concerne le Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central. Il y a 2e aire et 3e aire. Mais nous trouvons que la première aire d'enrôlement, qui commence déjà ce mois de décembre, concerne la province de Maïdombe et la province du Kwilu, qui sont en proie à des violences. Pratiquement à une insurrection qui se déroule au moment où nous parlons. Dans les Maïdombe, à Kwamout, les gens sont en brousse. Et quand vous allez dans le Kwilu, à Bagata, à Fatundu, toute cette partie, les gens sont en brousse. On compte plus de 300 000 déplacés, 500 000 déplacés internes. Les gens ont fui leur territoire, sont à la Bandundu-ville, les autres sont à la Kikwit, les autres sont à Kenge, les autres sont à Kinshasa. Donc vous voyez mal. Donc pour nous, commencer dès décembre l'enrôlement des électeurs dans ces provinces où les gens ont fui leur village. Si ce n'est pas l'irrationalité, c'est que c'est un complot pour sous-enrôler. Donc vous voyez mal le fait qu'on aligne le Maïdombe dans la première zone d'enrôlement. Nous souhaitons, suite aux violences à Kwamout, pas de violences à Kwamout. Donc les violences sont à Kwamout, sont à Bagata et même tout ça. Mais ces violences-là, maintenant, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de rechercher qui est à la base de ça. Nous voulons seulement dire que dans la 3e ère d'inscription, d'enrôlement, on a mis les provinces concernées par la violence, par la guerre. L'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous pensons que de manière rationnelle, si on veut travailler de manière rationnelle, il faut renvoyer la province de Maïdombe, du Kwilu et du Kwango à la 3e ère opérationnelle pour bénéficier des efforts que le pouvoir doit consentir de façon à ramener la paix. Perturber quelque chose, non? Ça ne perturbe rien. Il est question, de remplacer. Non, il est question de remplacer les provinces de la Chopo, les provinces de la Chopo, de Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé, qui ne sont pas en proie de violence comme ici, peuvent être récupérées à la première ère d'enrôlement opérationnel, à la place des provinces concernées. Parce que les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu ont les mêmes caractéristiques sécuritaires que la province de Maïdombe et du Kwilu aujourd'hui. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il du fichier électoral. Mais c'est Kadima, dans ses projections, attend 50 millions d'enrôlés. Même si ce chiffre est discutable. Parce que si vous prenez la densité démographique de notre pays, estimée à 109, 110 millions d'habitants, et que vous appliquez les calculs statistiques d'enrôlement universellement reconnus par l'OIF et d'autres institutions, on doit enrôler 44%, ça donne un chiffre de 47 millions à 48 millions d'enrôlés. Bon, nous pouvons concéder 2 millions, ce n'est pas grave. Ce sont des projections, des estimations. Mais madame, comment pouvez-vous imaginer qu'on peut auditer un fichier électoral de 50 millions dans 5 jours, prévu dans ce calendrier? 5 jours. Ça ne peut pas marcher. C'est sous-estimé. Mais nous avons déjà l'expérience de l'audit du fichier électoral par les experts de la francophonie de 2018. Ils avaient pris plus de 10 jours, à peu près 2 semaines de travail. Et pourquoi on est revenu à ça alors que le nombre d'enrôlés a augmenté? Vous estimez que c'est impossible? Ce n'est pas impossible, mais c'est irréaliste. Ça ne peut pas se faire. Alors,
Si vous prenez maintenant la répartition des kits électoraux en province par province, il y a un sérieux problème. C'est là où la supercherie est visible. Il n'y a pas corrélation entre la démographie provinciale et le nombre de kits affectés. La représentativité démographique de chaque province et le nombre de kits prévus, les données disponibles, il y a un sérieux problème. Je m'en vais pour vous donner un exemple. Prenons deux provinces au centre, le Kasaï central et le Kasaï oriental. Vous arrivez au Kasaï central avec comme chef-lieu Kananga. Le Kasaï central et le Kasaï oriental sont reconnus aujourd'hui comme les provinces qui sont en train de se vider chaque jour qui passe derrière les populations qui fuient la misère. Une misère indescriptible. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Des chemins de fer foutus, par terre. Enclavement total. Tout ce que vous avez comme motocycliste ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, les gens, 80% viennent des provinces de Kasaï. Toute la population active. Nombre d'électeurs attendus au Kasaï central, 1 400 000 quelques. Vous estimez que c'est trop ou c'est peu? Je dis que je ne peux pas dire que c'est peu ou c'est trop, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour 1 600 000 personnes au Kasaï central, on a affecté 1435 kits d'enrôlement. Mais pour le Nord Kivu, qui a 3 600 000, plus du double du Kasaï central, on a affecté le même nombre de kits presque, parce que c'est 1660 kits affectés. Donc il n'y a que 200 kits de différence. Alors que la représentation des nombres d'enrôlés attendus au Nord Kivu et au Sud Kivu est le double du Kasaï. Comment vous pouvez comprendre que là où il y a moins de gens, on double les kits, et là où il y a plus de gens, on réduit le nombre de kits? Qu'est-ce que ça voudrait faire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qui cache ça? Et revenez à Kinshasa, avec les 16 millions d'habitants de Kinshasa. Si vous prenez les statistiques, comme je viens de vous le dire, 44% de cette population, ce que nous attendons à Kinshasa, 7 millions d'enrôlés. Avec les 7 millions d'enrôlés, et vous prenez les 2000 quelques kits qui sont prévus, on aura enrôlé à Kinshasa, par kit et par jour, dans les 30 jours prévus, 94 personnes. Par kit. 94 personnes par kit. Non. Madame Cléopâtre, donnez-moi un petit temps. C'est impossible. C'est impossible qu'une machine enrôle 94 personnes. Pourquoi? Nous, à l'ECD, c'est le professionnalisme. Nous avons, au sein de la commission électorale du parti, des spécialistes en recherche opérationnelle. En mathématiques, dans ce domaine-là, il y a la théorie de la file d'attente. On fait des simulations. Combien de minutes une personne qui se fait enrôler peut prendre? Mais il y a 4 opérations quand une personne vient s'enrôler. Dès qu'il arrive à la porte, à l'entrée, il est reçu par une personne qu'on appelle préposé polyvalent, qui te donne un jeton. Avec le jeton du préposé polyvalent, on vous dirige vers les préposés d'identification. Celui-là fait quoi? Il regarde, vous êtes Congolais, oui, quelle est la pièce d'identité que vous avez? Passeport, carte d'électeur, ou bien attestation de perte de pièce, comme on n'a pas la carte d'identité. Il vous identifie. Il vous envoie auprès de l'opérateur de saisie. Et l'opérateur de saisie prend les documents que vous avez, établit la carte, et puis il imprime la carte. L'opérateur de saisie ne te donne pas la carte, il va remettre au chef de centre. Si vous êtes en ligne, il peut faire 10 personnes, et puis après il prend le lot, il amène au chef du centre, et c'est le chef du centre qui signe, et puis vous remet la carte. Cette opération ne peut pas vous prendre moins de 20 à 25 minutes par personne. Et quand vous prenez le nombre de kits, vous allez voir qu'un kit ne peut pas enrôler
plus de 45 à 50 personnes. Donc, quand vous prévoyez déjà à Kinshasa qu'un kit peut enrôler 94 personnes, alors qu'en réalité, selon la théorie de la file d'attente et tout ce qui en découle, on ne peut enrôler que 44 à 50 personnes, ce qu'il y a sous enrôlement à Kinshasa. Au lieu de 7 millions, on va enrôler 3 500 000, tout au plus 4 millions. Et il y aura plus ou moins 3 millions à 2 500 000 de Kinois qui ne seront pas enrôlés. Voilà pourquoi nous nous disons, s'il y a un cadre de concertation des parties prenantes, au cours duquel les documents de travail de la CENI sera présenté, nous allons demander soit on prolonge la durée de l'enrôlement Kinshasa au lieu de 2 mois, on met 2 mois, soit on double le nombre de kits pour absorber les surplus de déficit de capacité de kits d'enrôlement. Voilà, kits qu'on va doubler viendront d'où? Ouais. Des kits qu'on devrait doubler viendront d'où puisque ça a déjà été réparé? Mais c'est ce que nous disons, madame. Vous savez pourquoi? Nous ne voulons pas polémiquer sur les déficits, l'incapacité ou la capacité. Nous savons que l'élection présidentielle et les élections législatives nationales et provinciales dans notre pays doivent se tenir en 2023 conformément à la Constitution. Au-delà de cette date, M. Tshilombo ne sera plus à la tête de ce pays. Il doit dégager. Mais puisque nous voulons les élections, nous avons besoin d'un consensus autour des grandes options pour que nous puissions avancer. Hier, on nous disait que les gens de Martin Fayoulou, ils parlent, ils ne proposent pas et tout ça. Non, nous avons des ressources intellectuelles nécessaires pour faire des analyses et faire des propositions. Mais il faut un cadre. Mais les gens fuient les cadres de concertation. Les gens ne veulent pas un consensus, qu'on se retrouve, qu'on discute. Parce qu'ils ont l'intention de frauder, discuter de hors tricher. le cadre institutionnel ou Quoi? Vos discussions dont vous faites mention? Mais nous sommes dans un processus politique, madame. Nous sommes dans un processus politique. Est-ce que les négociations qui se font à Nairobi entre les groupes armés et les représentants de M. Tshilombo sont constitutionnelles? Qui avait prévu ça dans la Constitution? Pourquoi il est plus facile de dépenser des millions de contribuables congolais pour aller s'asseoir autour de la table avec ceux qui tuent, pillent, violent nos concitoyens, notre pays, mais on ne peut pas se mettre autour de la table avec des citoyens respectueux des lois pour baliser le chemin des bonnes élections. Vous voyez les paradoxes? Est-ce que vous êtes parmi de ceux qui pensent que le délai, c'est-à-dire 3 mois d'enrôlement de près de 50 millions de Congolais, cité du pays? Non, on peut enrôler tout le monde, les 50 millions dans un mois, à une condition. Laquelle? À une condition de renforcer le nombre d'équipes d'enrôlement. Madame, là où le processus lui-même d'enrôlement est flou et cache les velléités, la volonté de frauder et de conserver le pouvoir par des voies malhonnêtes, c'est qu'on nous parle d'enrôlement, on nous parle du nombre d'équipes, mais nous n'avons pas jusqu'à présent la cartographie des centres d'inscription, des centres d'enrôlement. On nous dit à Kinshasa que vous avez 2000 autant et tout ça, mais nous ne connaissons pas ces centres, ils sont où? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore publié. Nous sommes à 2 semaines ou 3 semaines du début de l'enrôlement à Kinshasa. Nous ne connaissons pas où se trouvent ces centres-là. Les centres d'inscription, les centres d'enrôlement restent un secret de la CENI. Il faut publier la cartographie avec les noms des adresses, des églises ou des lieux où l'enrôlement va se faire. Donc, l'ICD n'a pas eu accès à la cartographie. Nous n'avons pas seulement l'ICD. Toute la République n'a pas la cartographie. Nous savons qu'il y aura autant de kits, il y aura autant de ceci, autant de centres, mais il faut nous indiquer les adresses physiques. Vous savez pourquoi on ne le fait pas à temps? Parce que dans leur projet, il y a des bureaux d'inscription fictifs. Parce que si vous donnez... Dans le projet de qui? Madame, au profit de M. Tshilombo, si vous donnez aujourd'hui
la cartographie, les écoles et les adresses. Je prends la commune d'Engaliam où j'habite. Mais le lendemain, on déploie les gens pour aller vérifier. Là, on nous a dit que les 10, on commence l'affectation des témoins, des partis politiques et les organisations de la société civile pour contrôler les opérations d'enrôlement. Mais comment je vais affecter les témoins sans avoir la cartographie? Je vais les faire comment? Je ne connais pas les adresses des centres d'enrôlement. Et vous me demandez de désigner les témoins. En fonction de quoi? Parce que si j'ai la cartographie, je vais dire, au niveau du quartier Lukunga à Maloueka, il y a autant de centres, les membres du parti qui sont là-bas, je regrette, je sais. Au niveau de Sangamamba, il y a autant. Au niveau de Mokali, il y a autant. Je vais désigner les témoins qui vont surveiller les activités d'enrôlement en fonction de la cartographie. Mais il n'y en a pas. Nous n'avons pas des indications précises sur les lieux et les adresses physiques. Qu'attendez-vous de la CENI quant à cette question, finalement? Mais nous avons besoin. C'est pourquoi nous disons on doit s'asseoir entre parties prenantes et trouver un consensus. Ce n'est pas un problème d'une visite privée. Les partis au pouvoir disent que toutes ces réclamations ont pour objectif de chercher à obtenir un dialogue pour se partager le pouvoir. Oui, madame, j'ai entendu parler de ça. Il y a une question qui m'arrive. Est-il vraiment moralement et politiquement responsable pour les acteurs du niveau où nous sommes d'aller se partager le bilan d'un cadavre? Ce pouvoir, c'est un cadavre, c'est moribond. Comment vous allez commencer par où? Le pouvoir lui-même pose des problèmes et il est lui-même un problème. Le régime Tshilombo, c'est un problème que nous voulons résoudre. Donc vous êtes la solution. Mais c'est comme ça que, pourquoi nous demandons que les forces vives de la nation et regroupées en parties prenantes se mettent? Parce que le pouvoir constitue lui-même un problème à résoudre. Quand nous parlons de la question de légitimité des institutions de l'aide alimentaire, mais pourquoi aujourd'hui la nation explose? Parce que l'ancien président de l'Union africaine vient de déclarer que Tshilombo n'a jamais été élu. Ça fait débat partout. Kagame a dit, Kagame a dit. Qu'est-ce que Kagame a dit de nouveau? Qu'est-ce que nous n'avons jamais dit? Qu'est-ce que le commandant du peuple, Martin Fayulu, n'a pas dit? Mais pourquoi ça devient plus important parce que c'est Kagame qui l'a dit? Est-ce que nous avons encore besoin aujourd'hui d'aller aux élections avec la certitude que le président qui sera là demain, il y aura un autre président africain ou du monde qui va lui dire que monsieur, tu n'as jamais gagné les élections? C'est une honte, c'est une humiliation, non pas pour Tshilombo lui-même, mais pour la République. Mais puisqu'on parle du président rwandais, il accuse le président RD congolais Félix Tshisekedi de vouloir retarder l'organisation des élections avec la guerre dans l'Est. Comment réagissez-vous? Madame, nous ne sommes pas le porte-parole de M. Kagame. Kagame, c'est un assassin. Il a endeuillé des milliers de familles congolaises. Nous avons plus de 6 millions de morts. Nous avons plus de 6 millions de déplacés internes à cause des prétentions hégémoniques et expansionnistes de M. Kagame, de sa folie. Il n'est pas un modèle. Et si vous vous rappelez bien, pendant que le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu s'attaquait à Kagame, Tshilombo et ses partisans appelaient Kagame un ami et frère. J'ai un très mauvais souvenir. Aux obsèques de papa Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, le président élu a demandé d'aller s'incliner, d'aller juste déposer ce qu'il avait prévu comme gerbe de fleurs,
devant la tombe. Tshilombo a refusé. Et ces gens, on a tout fait. Nous avons fait intervenir les sages jusqu'à toucher les présidents africains pour qu'ils interviennent. Il a refusé. Mais en contrepartie, il a roulé les tapis rouges au stade des martyrs pour M. Paul Kagame. Les partisans de Tshilombo, mes frères de l'IDPS, qui veulent attacher Kagame à Fayoulou parce que Kagame a dit ce que le président Fayoulou a toujours dit, doivent se rappeler que lors des obsèques d'Etienne Tshisekedi, du président Etienne Tshisekedi, ils ont chanté au stade pour Kagame. Yonani, Omoya Kagame Ndoki. C'était une honte pour la République. C'était un scandale pour nos amis, pour des familles meurtries, de voir nos compatriotes chanter, danser au stade, à l'entrée de Kagame. Mais madame, aujourd'hui, les gens ont une courte mémoire. Donc pour nous, Kagame n'est pas c'est pas quelqu'un de potable pour la RDC. Mais au-delà de tout ce qu'il représente, nous les combattons. Mais il a dit la vérité. Mais nous n'allons pas refuser la vérité parce que ça vient de lui. Mais ça n'a pas d'importance pour nous. Vous avez la certitude? Nous avons la certitude. Nous avons la certitude, nous l'avons toujours dit. Nous l'avons dit, nous avons des amis, des compatriotes qui croupissent en prison, à Makala, pour ça. Et nous continuons à le dire, et nous sommes prêts à les suivre en prison. Si c'est pour cela, nous enseignerons à nos enfants, plusieurs années plus tard, parce que l'histoire était tue, qu'en 2018, il y a eu élection, le peuple a voté Martin Fayoulou, M. Kabila et M. Kagame ont détourné la volonté du peuple. Antoine Félix Tshilombo comme président, et après, ils ont eu des problèmes entre eux. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Madame, ce que Kagame fait là, nous, à l'ECD, nous appelons cela comme des disputes au sein d'un couple Kagame et Tshilombo. Ce sont des disputes. Ce sont des querelles. Des querelles du couple. Mais ce n'est pas le divorce, madame. Ce n'est pas le divorce. À partir du moment où M. Paul Kagame et Museveni ont amené Tshilombo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'était fini pour lui. Il a eu et il a mis notre pays en difficulté. Le combat que nous Bref, menons, vous appuyez la déclaration du président Kagame. Vous dites? Bref, vous appuyez la déclaration. Non, nous n'avons même pas appuyé. Pour nous, nous comprenons que le monde connaît ce que nous avons toujours dit. Mais nous savons, madame, nous avons dit que c'est Kagame qui a pesé de tout son poids pour que Tshilombo soit président de la République. Dans la dernière déclaration, le point de presse que le président il a tenu, il a bien dit clairement que depuis la guerre de la FDL, M. Kagame s'est érigé en faiseur de président de la République dans notre pays. Tous les présidents qui se sont succédés, depuis Mzee Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui, ce sont les marionnettes de Paul Kagame. Ce qui se passe là, ce sont des disputes internes au sein du couple Kagame-Tshilombo. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante développe une application pour réduire les temps que devrait prendre l'enrôlement et éviter de longues files d'attente dans les centres d'inscription. Cela ne va-t-il pas arranger les choses? Madame, nous savons que il y a un temps pour tout. L'enrôlement, c'est une opération. Je viens de vous le dire. Que l'ECD a un organe qui s'appelle Commission électorale de la CENI, de l'ECD. Nous avons une CENI ECD. Dans cette CENI, nous avons des professionnels de recherche opérationnelle, des mathématiciens qui appliquent ce que je viens de vous le dire, la théorie de la file d'attente. Les files d'attente ne commencent pas avec la CENI. C'est bien, vous pouvez appliquer les différentes formules d'application. Mais il y a un seuil. Il y a un seuil. Vous n'allez pas faire la magie. Il y a un seuil. Nous ne pensons pas qu'un kit électoral, dans les conditions où ça se trouve ici,
tel que nous l'avons connu, Quelle peut enrôler est plus. donc votre proposition pour Notre le bon proposition, déroulement c'est de l'enrôlement? Notre proposition, c'est pour les provinces à forte démographie, multiplier le nombre de kits. Si on ne multiplie pas le nombre de kits, il faut allonger les délais d'enrôlement. Au lieu de 2 mois, faire 2 mois pour certaines provinces et 1 mois et demi pour d'autres. Comme le Congo central, avec 1 mois et demi, ça va aller, mais Kinshasa, si on n'augmente pas le nombre de kits, il faut 2 mois d'enrôlement. Alors, professeur, comment analysez-vous les contraintes évoquées par la Commission électorale nationale indépendante à côté de son calendrier électoral? Elles sont surtout sécuritaires. Il y a aussi le décaissement de fonds et la loi sur la répartition des sièges qui doit être votée au Parlement. Madame, vous savez, le sida levait une option. Il y a un vocabulaire qui s'appelle le boycott des élections. Ce vocabulaire ne fait pas partie de notre sémantique politique. Le sida ne fait pas du boycott un vocabulaire de son discours politique. Nous irons aux élections. Nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. Mais vous êtes quand même Ça, c'est d'abord. pessimiste. Je voudrais préciser parce que je vais répondre. Je sais pourquoi j'ai commencé par là. Parce que nous ne voulons pas entendre des glissements. Nous avons besoin des élections dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi, tout en sachant que le chronogramme publié à titre de calendrier électoral par la CENI et que nous considérons comme un document de travail qui peut être amélioré, tout en sachant que ce chronogramme n'est pas réaliste. C'est juste une action d'éclat destinée à la consommation de l'opinion nationale et internationale pour comprimer et réduire la pression. Mais nous savons que ce n'est pas réaliste. Mais nous voulons les prendre au mot, Donc dans leur propre piège. Maintenant, les contraintes dont on parle, madame, je vous ai dit que les élections, c'est une affaire politique et non commerciale. C'est une activité politique. Toute activité politique, pour se réaliser, demande de la volonté politique. Est-ce que M. Tshilombo et ses partisans, dans la jouissance actuelle, où certains font même l'économie du sang, les détournements d'argent, même des soldes des militaires au front, est-ce qu'ils ont réellement besoin des élections? Je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Moi, je vous dis tout simplement que s'il y a la volonté politique d'organiser les élections, c'est possible de surmonter tout ça. Mais s'il n'y a pas la volonté politique, on va s'en servir comme des alibis pour obtenir un glissement. Et nous avons déjà prévenu. 24 janvier 2024, M. Antoine Félix Tshilombo sera appelé ancien président qui avait accédé au pouvoir par la fraude électorale. Un point très. Donc, il n'y a pas de glissement. Si on n'organise pas les élections dans les délais prévus, ce sera fini. Vous êtes pessimiste contre le chronogramme édicté ou publié par la CENI, mais vous tenez quand même à la tenue des élections dans les délais. Je préfère être un optimiste prudent que d'être un pessimiste parce que j'ai besoin des élections. Et je me suis préparé depuis 2019 aux élections. Est-ce que vous vous rappelez l'émission que j'ai organisée avec vous sur ce plateau? Je vous avais dit que nous voulons les élections anticipées. 2019-2020, on réclamait les élections anticipées pour juguler la crise de légitimité. Mais comment quelqu'un qui a réclamé les élections anticipées en 2019, en 2020, arrivé en 2021-2022, on s'est dit, bon, comme les temps coulent, allons en 2023, aujourd'hui, moi je suis prêt pour les élections. Et comment les CID se préparent pour les élections? Martin Fayulu, c'est votre candidat naturel? Les SIDA étaient à Kisangani, en congrès ordinaire, deuxième de notre histoire. Et au cours de ce congrès, nous avons désigné le candidat président de la République pour les SIDA, Martin Fayulu. Chez nous, on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc Martin a été élu, empêché d'exercer la souveraineté, l'impérium,
Et là, nous les présentons encore une fois au peuple congolais avec un programme du gouvernement, un projet de société intitulé Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Et notre programme du gouvernement s'appelle les manifestes de Kisangani. Donc nous sommes préparés et nous avons identifié les défis qu'il faut relever pour booster la RDC. Les CID envisagent-ils des alliances pour 2023? Oui. Une des résolutions, si j'ai bonne mémoire, 25e résolution de notre congrès stipule clairement que les CID fera des alliances structurelles et non structurelles avec tout acteur, tout regroupement qui politique ou social qui regarde dans la même direction que les idées. Donc, nous ferons des alliances. Et d'ailleurs, je dois vous confirmer que dans ces pays à dimension continentale, avec des problèmes politiques et communautaires complexes, personne ne peut gagner l'élection présidentielle seul. Personne. Nous serons en alliance, mais avec ceux qui regardent dans la même direction que nous. Votre mot de la fin. Madame, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie grandement. Le peuple congolais suit votre chaîne, votre média en ligne. C'est un média crédible. Demandons tout simplement aux Congolaises, aux Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur, de faire confiance au commandant du peuple. Le président élu Martin Fayulu Madidi avait promis depuis avril 2019, lors de la transformation de la coalition Lamouka, de la plateforme politique à la plateforme de combat, qu'il gardera allumée la flamme du combat pour la liberté, pour la souveraineté et pour l'intégrité de notre territoire. Et aujourd'hui, à 12 mois de la fin des mandats des fraudeurs, la flamme reste allumée, les langues se délient, tenons bon, un peuple qui se réveille pour une cause juste ne peut jamais, jamais, alors jamais être vaincu. Professeur Devos Kitoko, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.